Donc, au cours de notre deuxième table ronde, on va réfléchir sur cette question fondamentale, comment on peut concilier l'humain et le numérique. Je vais demander au professeur Corinne Banis de me rejoindre. Vous êtes professeur de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et vous êtes directrice du tiers-lieu d'expérimentation numérique en santé, Unirein, qui traite des maladies métaboliques et en particulier rénales. Tiffany Lacamoire. Tiffany Lacamoire, merci. Voilà, vous allez vous mettre à côté du professeur Banis, chef de projet du Living Lab, pôle de ressources en éducation thérapeutique du patient en Île-de-France. Odile Sauvager, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, on en met deux d'un côté, deux de l'autre. Allez, Odile, vous allez aller de l'autre côté, là-bas, directrice de l'association Santé Respiratoire France, et vous êtes chargée de projet Respilab. Et puis Dorian Chériou, qui est patient expert, vice-président d'asthme et allergie. Voilà, si on peut faire revenir le deuxième micro sur l'autre table ronde, ça me rendrait service. Voilà. On va commencer avec vous, professeur Banis, tout simplement pour nous dire au départ ce qu'est ce tiers-lieu Unirein. Merci beaucoup, bonjour à tous. Personne ne sait en effet ce qu'est un tiers-lieu. C'est une initiative brillante de notre pays, mais vraiment brillante. Plus j'y travaille et plus je trouve que c'est intelligent. De proposer le financement sur 3 ans ou 4 ans de structures qui sont montées de consortiums, donc de collaboration entre partenaires qui se choisissent entre eux et qui sont donc assez hétérogènes. En ce qui nous concerne, je suis le porteur de projet, je suis professeur de médecine, néphrologie à Sorbonne Université à l'assistance publique. On est 11 partenaires, parmi lesquels 2 associations de patients en néphrologie, une agence de design, une unité de recherche médico-économique de la PHP, un laboratoire d'analyse biologique de ville, une spin-off de la PHP qui travaille sur les solutions digitales type Patients Reported Outcomes, on pourra y revenir, questionnaire en ligne et des tas d'autres sujets, qui s'appelle Skezi. Une société qui s'appelle Entends-moi, qui est experte dans l'analyse des verbatims des patients pour faire émerger des résultats autour de l'expérience patient, qui j'ai oublié, et des terrains d'expérimentation clinique. Donc en gros, la PHP, puisqu'on est 2 partenaires à y travailler. Et on a aussi choisi de travailler avec le CHU de La Réunion pour pouvoir disposer d'un espace hors hexagone, dans un territoire où l'épidémiologie des maladies chroniques et rénales, diabète est différente, la géographie, l'accès aux soins, le numérique, etc. Et donc, dans ce tiers-lieu, grosso modo, tout le monde travaille en collaboration. Voilà, donc on a décidé de travailler tous ensemble et de répondre à cet appel à projet dont on a été lauréat depuis janvier 2024. Les objectifs sont simples, c'est accompagner les entreprises, enfin simple, majestueux et simple à dire, mais bon, très modestement, on est censé accompagner les entreprises du digital qui ont des projets innovants en santé pour les aider à accéder au marché. Pourquoi c'est lumineux comme idée ? Parce qu'il y a plusieurs constats. On peut avoir des gens très innovants qui ont des idées brillantes en tant que citoyens, qui montent des startups, mais comme dans beaucoup de cas, on a du mal à accéder aux patients, aux soignants, aux usagers finaux des solutions, on peut voir évoluer des solutions digitales tout à fait brillantes qui font leur démonstration de leur caractère innovant, mais finalement, quand elles arrivent sur le marché, ça ne sert à personne parce qu'on ne les a pas co-construites. Bon. Mais co-construire, c'est juste 2 lettres devant construire, mais après, ça nécessite toute une stratégie de travail collaboratif qui est très rarement mise en place, finalement. Et pour des tas de raisons, c'est pas du tout une critique, c'est que c'est très difficile de pouvoir travailler ensemble, encore faut-il avoir accès aux professionnels de santé et aux patients. Voilà, donc le tiers-lieu part de ce constat. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises. Et pour rebondir sur ce qui a été dit ce matin, qui était tout à fait passionnant, je pense qu'une des missions majeures des tiers-lieux, c'est de collectivement se faire une culture de quels sont les bons moyens de démontrer l'intérêt clinique, organisationnel, médico-économique, etc., d'une solution digitale en santé, mais à condition que ce soit vite fait, bien fait, pour toutes les raisons qu'on a indiquées ce matin. Et c'est pas parce que dans le médicament, on n'est pas pressé. Dans le médicament aussi, on est pressé. Mais la seule différence, c'est que nous, on a une culture de la recherche clinique. Et ce qu'on est en train de comprendre et de faire émerger ensemble dans le tiers-lieu que je dirige, c'est comment on peut transposer cette culture de la recherche clinique dans des outils d'expérimentation, dans des stratégies d'expérimentation qui sont rapides, efficaces, qui collent à la peau de ce que l'entreprise a besoin de démontrer pour aller au marché. Et donc, ça, c'est nouveau, c'est passionnant. Et je pense que quand l'État finance 35 expériences de ce type en France, donc une masse, un réseau de professionnels de tout type de compétences qui, sur des sujets différents,
offre ses propositions, on va se doter dans notre pays d'une capacité à répondre à l'ensemble des questions qu'on a abordées ce matin, c'est-à-dire à devenir compétent pour faire avancer sur le terrain le plus vite possible des solutions. À cet égard, juste un dernier petit point, Pécan, c'est quand même un exemple tout à fait passionnant d'un moment où on donne une clé à une entreprise en lui disant bah, vas-y, on croit en toi, puis tu as 1 an pour faire la démonstration. Donc en fait, on a quand même fait un effort majeur pour gagner du temps avec ce dispositif. Et s'il n'y a pas encore beaucoup de solutions qui sont dedans, c'est parce qu'il faut que ça se mette en place, que c'est pas si simple et que justement ces collaborations avec des structures comme les tiers-lieux, à mon avis, elles sont capitales parce que une start-up ne peut pas s'engager dans un projet de recherche clinique standard, avec les délais standards, aujourd'hui pour avancer rapidement sur ces projets-là. Alors, vous nous avez expliqué pourquoi beaucoup de solutions digitales ne trouvaient pas leur marché. Hein. C'est tout simplement parce que ça répond pas aux besoins. C'est très complexe. Moi, je vais juste donner un grosso élément. Modo, ça répond pas aux besoins des usagers. C'est un des éléments. Il peut y avoir plein d'autres éléments. C'est d'une complexité absolue de monter une start-up et de créer une solution digitale en santé. Alors, je vais vous poser, si vous permettez, la question différemment. Je veux dire, puisque on comprend pourquoi parfois on ne trouve pas des solutions, du coup, quelles sont les conditions à remplir pour qu'un outil digital soit bien accepté à la fois par les patients, mais aussi par les soignants, parce qu'il faut que ce soit accepté par les deux parties. Absolument. Alors, je pense que dans les tiers-lieux, il y a une grande hétérogénéité qui dépend évidemment de la nature dont ils sont construits, des partenaires autour de la table, des valeurs qui ont été posées sur la table. Nous, on travaillait déjà ensemble. Ce qu'on a voulu faire, c'est pouvoir accompagner des entreprises en mettant en exergue au moins 2 points majeurs. Si on ne travaille pas d'emblée avec les usagers finaux, ça va pas forcément être une solution qui va être utile à la fin. Donc, on challenge toutes les solutions qui viennent nous voir avec lesquelles on travaille sur ces questions-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une partie d'entre elles sont arrivées en disant « Ouais, nous, on a déjà fait le user X, les études d'usage, machin, etc. » Puis quand on commence à travailler ensemble, ah ouais, on nous dit « Oui, bah, peut-être que ce serait quand même intéressant de revenir à tel ou tel sujet. » Et encore une fois, c'est parce que encore faut-il avoir accès à des docteurs, à des professionnels de santé, à des patients, à des terrains d'expérimentation. Donc encore une fois, c'est pas du tout une critique, mais nous on est là pour ouvrir les portes et faciliter cet échange. Et donc le deuxième élément, c'est le design. D'ailleurs, à cet égard, j'ai eu la chance de pouvoir animer une table ronde sur le salon Made in Tech la semaine dernière sur ce sujet avec des designers d'objets, des designers de solutions digitales, une designeuse de services. Donc Nicolas Chauveau, qui fait partie de l'agence de design qui est dans notre tiers-lieu. Et puis, on a parlé design pendant 1 heure. Et en fait, c'est un outil fondamental, à mon avis, dans le numérique. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui nous amène à regarder les usages, à mettre tout le monde autour de la table et à faire passer la solution de quelque chose qui répond à une fonctionnalité à quelque chose qui répond à un besoin dans l'écosystème dans lequel il va être développé. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais les 2 éléments que nous, on porte vraiment de manière très forte, c'est ça. C'est la co-construction avec les usagers finaux et puis l'utilisation de stratégies de design en santé digitale. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas d'inventer une solution qui est une véritable boîte où on ne sait plus par quelle porte entrer, si j'ose dire. Voilà, il s'agit de rester vraiment le plus possible collé à tous les moments, à ce à quoi ça doit servir et à la manière dont les gens vont s'en servir. Alors Tiffany Lacamore, je vais vous demander de prêter votre micro à Tiffany. Vous allez nous expliquer la démarche que vous suivez dans votre Living Lab. Finalement, j'ai presque envie de dire, quand on écoute le professeur Banis, ça se ressemble, c'est presque des sosies ou des cousins germains. Hein. C'était une très bonne introduction. Oui, quand on dit Living Lab, en fait, c'est simplement le fait d'avoir un espace de travail pour pouvoir co-construire entre acteurs de santé, professionnels, industriels et surtout avec des patients en fait. Et l'objectif vraiment du Living Lab, c'est d'inclure les patients du début à la fin du projet et de tester les solutions en vie réelle. Donc ça veut dire à chaque étape de développement, on va prendre les patients et on va tester avec eux les usages en vie réelle et on va confronter l'outil à son usage final en fait le plus tôt possible. Ça veut donc dire qu'il faut vraiment s'y mettre dès le départ, dès le projet qui sort de chez l'industriel. Complètement. En Living Lab, en fait, la première réunion se fait avec des usagers, avec des patients. Et la conception même du protocole, on inclut les patients dans la conception de ce protocole-là. Donc, ils sont co-concepteurs, ils co-construisent la solution et ils la testent, puisque alors, parfois, ça peut être professionnel et patient, puisqu'il y a des outils qui sont à destination des deux.
Mais l'objectif, c'est que les usagers finaux puissent faire partie de chaque étape de construction et pouvoir tester l'usage avant que ce soit terminé, parce qu'on sait qu'une fois que l'outil numérique est construit, c'est beaucoup plus difficile de le modifier et de revenir sur ce qu'on aura fait, quoi. Odile Sauvager, je viens vers vous parce que finalement, vous vous occupez du Respilab. Le Respilab, c'est, si j'ose dire, une déclinaison d'un Respilab, d'un Living Lab. Oui, oui, tout à fait. Ça fait exactement le lien. Donc, le Respilab, c'est un Living Lab qui a été créé par l'association Santé Respiratoire France. Donc, un véritable espace de co-création de savoir et des solutions, et qui est pour notre part entièrement dédié aux maladies respiratoires chroniques. Sa finalité, de par les différents projets qu'on est amené à réaliser ou à accompagner, c'est de faire progresser la prise en soin et la qualité de vie des 10 millions de personnes qui sont concernées en France par les maladies respiratoires. Et dans ce cadre-là, on est amené à réaliser un certain nombre de projets qui peuvent être très très variés, comme des enquêtes, des groupes de discussion qu'on appelle focus group, ou encore des tests de solutions, ou la co-conception d'outils d'information et de sensibilisation. Et pour chacun de ces projets, on s'attache à mettre en place une méthodologie qui est rigoureuse, qui est celle des Living Labs, donc, qui s'appuie sur 2 piliers fondamentaux. Le premier, c'est qu'on est amené à recueillir uniquement des données de vie réelle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux comportements, aux usages, aux perceptions, aux besoins, aux attentes que peuvent avoir les patients. Alors je parle des patients parce que ce sont de fait les principaux bénéficiaires de nos projets, mais bien sûr, certains autres projets peuvent être conduits vers les aidants ou encore les soignants, ou plusieurs cibles en même temps. Et le deuxième principe fondamental de notre méthodologie, et qui a été évoqué et qui est vraiment clé dans notre démarche, c'est la co-construction, qui est de fait un principe au cœur même de l'ADN de notre association, puisqu'on est une association qui a la particularité de rassembler des patients, des aidants et des soignants. Donc on est déjà dans cette dynamique-là. Et au cœur du Respilab, c'est vraiment l'idée qu'on associe, comme ça a été dit, les patients au cœur des réflexions pour qu'ils puissent partager leurs idées, leurs besoins, leurs attentes sur tous les projets qui les concernent, et qu'on s'attache à réunir l'ensemble des expertises selon les thématiques et la finalité des projets, bien sûr, mais qui touchent au projet. Et ça peut être des expertises, bien sûr, de patients, de soignants, d'aidants, mais également des expertises juridiques, de développeurs, de designers, de graphistes, pour avoir vraiment une complémentarité sur les sujets qu'on aborde. Mais pourquoi vous avez créé ce Respilab ? Alors, pourquoi ça vous semblait important, justement ? On a créé le Respilab parce que nous sommes convaincus de l'importance fondamentale, et je pense qu'on se rejoindra totalement, sur de l'expérience patient, et de la nécessité de l'intégrer le plus tôt possible et systématiquement dans l'ensemble des projets qui le concernent, que ce soit en amont lors de la conception, l'idéation de ces projets-là, et ensuite dans toutes les phases de développement et d'évaluation qui peuvent s'en suivre. Car on le sait, les patients ont une véritable expertise liée à leur vécu au quotidien avec la maladie, que ce soit en lien avec les différents traitements, leur vécu dans le parcours de soins, et également leur vécu dans leur vie sociale, professionnelle, affective, familiale, avec la maladie. Et tous ces éléments-là représentent un véritable savoir expérientiel sur lequel on est convaincu qu'il faut s'appuyer, parce qu'eux-mêmes savent quels sont leurs besoins, leurs attentes, et qu'est-ce qu'ils peuvent être amenés à vouloir attendre d'une solution, les bénéfices d'une solution qu'ils attendent à la fois sur leur qualité de vie, leur parcours de soins et leur mieux-être de manière générale. Et je voudrais juste rebondir par rapport à ce que disait Frédéric Leguillou dans son introduction, mais qu'une solution ne pourra être pleinement intégrée dans le parcours de soins des patients que si elle répond à un besoin et une attente, et c'est vraiment la condition pour qu'elle soit efficace et qu'elle soit adoptée. C'est vraiment un message important que l'on porte au sein de l'association et qu'on défend. Et donc l'expérience de l'utilisateur est fondamentale. Et je voulais juste terminer en disant que ce regard-là que peuvent avoir qu'ont les patients est différent de celui
différent, mais absolument complémentaire de celui que peuvent avoir les soignants ou encore les concepteurs de solutions, qu'ils soient start-up, fabricants, etc. Donc on est convaincu qu'une certaine alliance doit se faire entre l'ensemble de ces regards et de ces expertises. Et c'est vraiment la raison pour laquelle, et une des raisons d'être du Respilab de l'association. Je voudrais juste une seconde me tourner vers vous, Dorian Chailloux, parce que vous êtes patient. Je veux dire, c'est important finalement, cette voix du patient qu'on entend de plus en plus. Et dans ces expériences, que ce soit le tiers-lien, le Respilab ou les Living Labs en général, le fait que le patient soit dès le départ intégré dans la réflexion. Important, oui, indispensable surtout. Moi, je suis quand même content d'entendre ici là, que le patient est vraiment intégré à part entière dans l'innovation. Et dès le début. Et voilà, dès le début, en fait, parce qu'il y a quand même quelques années, on faisait beaucoup de choses pour nous patients, mais on n'était pas vraiment intégrés. Donc, est-ce qu'on répondait vraiment aux besoins qu'on avait ? Point d'interrogation. Je ne suis pas très convaincu d'ailleurs pour donner la réponse, je n'étais pas très convaincu. Et aujourd'hui, on tend à changer ça et c'est quand même une super bonne nouvelle pour nous patients aujourd'hui. Si on fait des projets qu'on ne prend pas notre avis et nos réels besoins qu'on a en tant que patient, c'est des projets qui pour moi ne fonctionneront pas ou en tout cas répondront pas à notre demande. La vie affective, la vie sexuelle, qui peut parler à la place des patients sur ce sujet si on ne vit pas les symptômes ou les problématiques qu'on a aujourd'hui ? Alors Tiffany Lacamoire, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui arrivent avec un outil clé en main, c'est terminé ? Terminé, je sais pas, mais en tout cas... Ou c'est voué à... On voit qu'en santé, ça fonctionne pas. D'ailleurs, on peut voir ce qui s'est passé avec d'autres types de maladies, mais dans le diabète ou autre, avec les pompes et toutes les nouveautés qui sont arrivées. Et en fait, c'est très facile de trafiquer les outils, de refaire les algorithmes soi-même. Il y a plein de patients qui sont informaticiens, donc qui savent très bien aussi utiliser les données. Et donc, si ça leur convient pas, soit ils l'utiliseront pas, enfin je rebondis sur ce qui vient d'être fait, soit ils l'utiliseront différemment. Voilà, quoi qu'il arrive, le but c'est que ça réponde à un besoin, une attente, un enjeu de vie réelle. Et donc, ils vont pas utiliser un outil juste pour faire plaisir à un professionnel ou à un système qui a besoin d'avoir ces données, par exemple. Alors, vous allez parler à la place d'un patient, mais après tout, vous en entendez beaucoup dans votre Living Lab. Qu'est-ce qui finalement intéresse les patients dans cette co-construction ? Alors, je précise juste que dans mon association, on est moitié patient, moitié professionnel de santé, salarié dans l'association. Donc, on porte vraiment la perspective patient aussi comme étant vraiment quelque chose d'important. Est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qui les intéresse, les patients, dans cette co-construction ? Ce qui les intéresse, c'est déjà d'être entendus. Ça veut dire de pouvoir amener une perspective qui n'est pas forcément celle des autres acteurs, que ce soit industriel, professionnel. Tout le monde vient avec une perspective différente, des attentes différentes. Et surtout, ils attendent que ça puisse être effectivement facile d'utilisation, que ce soit agréable, que ce soit simple. Tout à l'heure, dans l'autre table ronde, ils ont parlé d'outils qui étaient adaptés pour les enfants. Donc ça joue énormément, puisque en fonction du public, les attentes sont différentes. Et donc, c'est vraiment une question d'usage et d'utilité, qu'in fine, ça puisse leur faire gagner du temps, éviter des hospitalisations, que ce soit un gain de qualité de vie, comme ça a déjà été dit. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'outils qui ont été co-construits dans votre Living Lab ? Oui, je peux en donner quelques-uns, mais on a co-construit là, justement, avec l'ARS, une cartographie sur le TP. Donc ça, c'était un Living Lab, puisqu'on a inclus, on était avec des patients et des usagers dès le début de la co-conception de cet outil. L'ARS a convié un industriel, a fait un appel d'offres et a sélectionné un industriel. Donc c'était vraiment un Living Lab. Ça a été un projet assez long et qui vient d'aboutir, puisque la cartographie vient de sortir. On a aussi actuellement un Living Lab avec l'Université Paris-Saclay qui développe par exemple un outil Spiro 3D, donc un outil de spirométrie avec de l'IRM associé, notamment dans la BPCO et l'asthme, justement pour essayer d'éviter les exacerbations, les risques et pour pouvoir permettre aux patients d'être plus autonome dans sa prise en charge ou en tout cas plus à même de prendre les décisions vis-à-vis de sa santé. Et des outils développés dans le Respilab ? Alors oui, il y en a. Réalisation ? Alors il y en a un qui me tient particulièrement à cœur également, donc c'est Respiragora, pour donner un exemple. Donc c'est un outil qui a été créé pour répondre à un besoin, c'était celui de lutter contre l'isolement dans lequel la maladie respiratoire peut amener les patients. Alors je parle des patients, mais aussi les aidants également. Et donc cet outil a pour vocation de faciliter la recherche de contacts de proximité ou encore de donner des informations, des outils pour accompagner le vécu au quotidien avec une maladie respiratoire.
Et donc actuellement, là, il y a un gros travail de réflexion et de refonte qui est en train d'être fait sur cet outil pour transformer à la fois le fond, la forme de cet outil, à savoir les chemins de navigation, les services, les contenus, mais aussi la forme qui a toute son importance, vraiment très concrètement le choix des couleurs, des visuels, etc., pour en faire un outil chaleureux et facile d'utilisation. Et c'est un travail que l'on fait en étroite collaboration avec les patients de l'association. Et l'outil sera disponible, l'outil avec sa nouvelle peau sera disponible cette année et accessible pour tous en ligne. Bon, il n'y a pas de raison que je ne vous demande pas, professeur Banis, ce qui se fait chez vous aussi. Alors, dans les tiers-lieux, ce qui est assez pratique, c'est que 2 solutions digitales ont été financées dans le même appel à projet. Donc, quand les tiers-lieux sont créés, ils ont déjà à minima 2 partenaires avec lesquels travailler. Donc, nous, on accompagne 2 entreprises, Biologbook et Omabilis, qui sont des entreprises qui ont des solutions digitales innovantes, vraiment dans le domaine de la néphrologie, puisque c'est vraiment le premier cercle des... C'est votre cœur de métier. Maladies. Voilà, après, on est aussi très ouvert à tout ce qui est maladies chroniques, bien sûr, mais il y a beaucoup de recoupements entre les maladies rénales, le diabète, les maladies cardiovasculaires. On a également une entreprise qui a été lauréate d'un appel à projet de la RS Île-de-France, parce que les tiers-lieux sont aussi là pour accompagner les entreprises à essayer de trouver des financements, peut-être cofinancer en abondant en compétences, puisque les tiers-lieux sont financés pour accompagner les entreprises, donc ont des moyens propres, en tout cas pour les premières années. Après, il va falloir trouver un business model pour continuer à exister. Et donc là, on accompagne une entreprise qui s'appelle Iki, qui a une bandelette urinaire connectée, dans une expérimentation qu'on est en train vraiment d'élaborer avec eux de A à Z sur le plan méthodologique. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que on peut aussi, il y a aussi toute une réflexion sur une élaboration commune de la meilleure méthodologie pour répondre aux objectifs de l'entreprise, de l'ARS qui finance et du tiers-lieu, pour essayer d'aller droit au but de la démonstration qui est pertinente et pouvoir se faire une culture et décliner ces applications méthodologiques sur pour d'autres solutions une fois qu'on les a testées. Notamment, c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande aux entreprises du digital d'être capables d'apporter des preuves non pas que sur la sécurité, mais l'efficacité, la technologie, mais aussi sur l'impact organisationnel, l'impact on va travailler avec des experts des sciences comportementales. Et donc, en fait, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est cette ouverture à une évaluation vraiment multiparamétrique qui oblige aussi, dans la conception même de l'intervention, de prendre en considération tout un tas de paramètres médico-économiques, évidemment, mais pas simplement la démonstration clinique. Tiffany Lacamoire, ça se passe comment très concrètement ces réunions entre entreprises et patients quand on travaille sur un outil numérique? C'est impliquer les patients dans les comités de pilotage, dans toutes les réunions de travail. Donc après, ça peut être des groupes, ça dépend comment s'organise le projet. Mais c'est vraiment, ils font partie des comités de pilotage, ils sont inclus dans toutes les réunions qui peuvent être à distance ou en présentiel, parce qu'on sait que quand il y a beaucoup d'acteurs, c'est pas forcément évident de tous se retrouver au même endroit. Et nous, on utilise aussi une grille de maturité qu'on a utilisée et qui guide en fait, un peu les étapes pour avoir des repères, pour savoir où est-ce qu'on en est, en sachant qu'on allie des perspectives qui sont complémentaires mais différentes, les industriels, les professionnels, les patients. Je rejoins un peu ce que vous disiez sur le design, puisque c'est inspiré justement du design. Et si on regarde dans d'autres champs que la santé, en fait, il y a énormément d'industries qui ont déjà fait ce travail, parce qu'il y a des investissements très lourds. Par exemple, la NASA, c'est très intéressant, vous pouvez lire plein de choses sur la NASA, qui ne vont pas investir des millions avant d'avoir justement des étapes où ils vont faire de l'usage, et donc de l'usage réel. Et donc, c'est inspiré en fait de tous ces designs-là innovants et industriels, mais qui ne sont pas forcément que de la santé. C'est chaud parfois, les réunions? C'est chaud. Après, j'ai envie de dire, c'est que des gens volontaires qui ont envie de travailler ensemble, qui n'ont pas forcément le même langage au début. Mais je pense que dans la démarche de co-construction, il y a aussi la posture qu'on a de part et d'autre. Il y a, ça a déjà été dit, mais l'envie de travailler ensemble, la bienveillance. Il y a quand même des principes
qu'il faut reposer tous ensemble pour justement pouvoir être vraiment dans une co-construction et pas dans simplement un échange de perspectives où on essaye d'avoir un compromis. C'est pas forcément le compromis qu'on cherche, c'est la meilleure solution possible pour l'usage final. Voilà, on voit donc comment l'humain et le numérique peuvent marcher main dans la main. Je voudrais venir vers vous, Dorian Chériot, parce qu'on va maintenant parler d'éducation thérapeutique du patient, en particulier pour les patients qui souffrent d'affections respiratoires. Est-ce que c'est un véritable plus pour les personnes atteintes? Je pense que la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui, c'est un soin. Il faut insister sur ça et c'est dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, il faut que les patients puissent bénéficier d'éducation thérapeutique. C'est, je pense, indispensable pour beaucoup d'entre nous. Et alors, quel est l'intérêt de faire de l'IETP, c'est-à-dire de l'ETP par Internet? Eh ben, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir toucher une cible de patients qui n'ont pas forcément la possibilité de venir en centre d'éducation thérapeutique physique. Si je prends l'exemple, moi, à Tours, donc on est l'espace du souffle, on est situé à Tours Centre. La Touraine, c'est grand. On fait de l'ETP sur des maladies rares pulmonaires, notamment les fibroses. Le CHU est un centre expert, sauf que du coup, ça brasse beaucoup de patients. Et les patients qui habitent du côté de Bourges, du côté de Châteauroux, ne vont pas venir pour 1h30 de séance à Tours dans notre structure. Donc l'IETP, ça permet de toucher cette population de patients et que ces patients puissent bénéficier d'éducation thérapeutique parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des inégalités d'accès à l'éducation thérapeutique. Et ça permet aussi peut-être aussi de revoir notre façon de fonctionner. Moi, je fais beaucoup de pédiatrie dans l'asthme et l'allergie et les adolescents, c'est des gens qui ne viennent pas physiquement. Et avec l'IETP, on n'en a pas 50 par mois, mais on a des adolescents qui reviennent parce que c'est beaucoup plus simple pour eux d'avoir accès à cette version digitalisée de l'éducation thérapeutique. Et ça permet aussi de maintenir le lien avec des actifs. Nous, nos séances d'éducation thérapeutique, on les fait souvent en soirée, 18h, 20h. Les gens travaillent, il faut gérer la maison, les devoirs, toute la vie, la vraie vie. Et ça permet aussi de ces patients qui puissent se connecter pour pouvoir bénéficier d'éducation thérapeutique. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que tous les patients sont chacun chez eux et vous, quelque part à Tours? Ou est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même ensemble? Eh ben, ça se passe bien dans l'ensemble. Faut réussir. Nous, on fait les deux. C'est-à-dire qu'il y a des patients en présentiel dans nos bureaux et des patients en distanciel. On fait des petits groupes parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Et si j'ai un groupe de 30 connectés et de 2 présentiels, c'est ingérable. Donc, maximum 10 patients, pas plus. Ça dure à peu près 1h30 à 2h. Et donc, on fait la même façon que si les patients étaient avec nous physiquement. En fait, ceux qui sont derrière leur écran, on les fait participer de la même façon. Et souvent, c'est quelque chose qui est quand même très apprécié des patients, qu'il n'y ait pas cette différence entre le patient qui est assis à notre table en structure et le patient qui est derrière son écran. Et quels sont les freins, justement, à l'IETP? Il y en a encore. Déjà, nous, en tout cas, structure sur le terrain, on n'a pas vraiment d'outils. Nous, on fait avec Zoom. Avant, on avait un outil qui était très bien fait, qui était financé par l'ARS, je crois, de notre région, qui avait été fait en temps de Covid. Ça fait flop. Mais aujourd'hui, on fonctionne avec Zoom, donc c'est pas toujours évident parce qu'il faut avoir une bonne connexion Internet. Les patients sur certaines typologies de pathologies, c'est les patients un peu plus âgés, donc il faut être à l'aise avec l'outil Internet, c'est pas toujours simple. On capte des fois pas très bien dans certaines villes. Et puis, parfois, quand même, il est vrai que les interactions elles sont quand même moins faciles. Il y a des outils que les digitaliser, certains outils, c'est quand même plus difficile que quand on l'a en format physique pour jouer avec les patients, entre guillemets. C'est quand même plus difficile. Donc ça, c'est vrai que ça peut être des freins au développement de l'IETP parce que ça veut dire qu'il faudrait digitaliser tous nos outils. Et là aussi, ça a une question de coût aussi pour les structures d'éducation thérapeutique. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que les échanges peuvent être moins riches qu'en présentiel? Ils peuvent être moins riches, mais du coup, il y a certains thèmes qu'on ne fait pas en IETP parce que c'est des thèmes où on sait que ça peut être difficile d'aborder ces sujets en IETP et on préfère du coup là faire du présentiel. Tiffany Lacamoire, on a vu ce qui se passait avec l'IETP, on a vu qu'il y avait des freins. Quelles sont, d'une manière générale, les craintes principales des patients par rapport aux outils numériques? Nous, en tout cas, les craintes qui ont été remontées lors du travail de co-construction à Living Lab, c'est déjà le fait d'avoir un outil qui ne sera pas adapté, qui ne sera pas agréable à utiliser, qui sera contraignant. Mais c'est la même chose pour les professionnels de santé. Les outils numériques, c'est pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est pour tout usager final, j'ai envie de dire. Et il y a aussi un enjeu de données de santé et d'autonomie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ces données, qui les utilise, où est-ce qu'elles partent.
et aussi l'enjeu du pistage des professionnels de santé. C'est-à-dire, on peut utiliser un outil et pas forcément avoir envie que le professionnel soit au courant qu'à tel moment, on n'ait pas fait ça ou qu'à tel moment, on n'ait pas fait ça. Donc, comment est-ce qu'on peut en faire aussi un outil collaboratif dans le soin, dans la prise en soin, et pas simplement un outil qui est utilisé d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que ça puisse bénéficier à tout le monde, en fait, notamment dans le système de soins en règle générale. Mais il y a un enjeu autour des données qui est quand même très important, quoi, pour les patients en tout cas. Alors, justement, face à l'inquiétude des patients sur la diffusion de leurs données de santé, on a demandé si c'était une crainte justifiée à mettre Lina Ouiliat. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle ne pouvait pas être là. Elle est spécialisée en droit de la santé au barreau de Lille. Elle est chargée de mission à la cellule éthique de la délégation ministérielle au numérique en santé du ministère du Travail. Donc, je vous propose d'écouter sa réponse par vidéo. Je répondrai d'un point de vue juridique que non, en principe, si effectivement l'éditeur respecte bien les obligations légales et réglementaires qui lui sont imposées, en principe, tout doit être dit au patient et le patient, en fonction, accepte ou pas que sa donnée soit traitée eu égard à la finalité annoncée par la solution numérique, par l'éditeur de la solution numérique. Donc juridiquement, en principe, il n'a rien à craindre. Le problème, c'est que quand on regarde comment les choses évoluent, on remarque que très souvent, les éditeurs de solutions numériques vont informer le patient et recueillir ainsi son consentement à travers, par exemple, des conditions générales d'utilisation qui sont très rarement lues par l'utilisateur qui va juste s'empresser afin de pouvoir utiliser la solution, de cocher la case qui lui est proposée et qui juridiquement démontre quand même qu'il a signé. La question est, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour gagner la confiance du patient? Alors ça, c'est une autre question. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau ministériel, il y a une cellule éthique qui a été mise en place au sein de la délégation du numérique en santé et dont la mission est de pouvoir éditer des référentiels qui permettent effectivement d'intégrer des principes éthiques qui sont mis à la disposition d'ailleurs des éditeurs et qui permettent justement, à travers le respect de ces référentiels, de pouvoir gagner la confiance du patient, même si en principe celle-ci est acquise parce que juridiquement il a donné son consentement. Ça n'empêche que les principes éthiques tels que recommandés au niveau ministériel vont permettre d'aller plus loin. À titre d'exemple, on va, dans ces référentiels, pouvoir demander à l'éditeur de pouvoir préciser toutes les finalités primaires, secondaires, tertiaires qui sont effectivement donc prévues pour le traitement de la donnée recueillie via l'usage de la solution numérique. Vous allez me dire, oui, mais ça, les lois sur la protection de la donnée exigent effectivement d'en informer le patient. Et ce qui est fait, sauf que concrètement, c'est pas clairement exprimé, c'est pas clairement proposé au patient qui va accepter sans comprendre. Le référentiel éthique va être effectivement là pour pouvoir apprendre à formuler autrement l'information et ainsi, par cette transparence, cette obligation de transparence, permettre en fait au patient finalement de donner de donner son consentement ou de refuser celui-ci en ayant la certitude qu'il a effectivement bien compris. C'est-à-dire qu'on va au-delà de l'obligation réglementaire pour pouvoir effectivement donc supprimer l'éventuelle crainte que pourrait avoir le patient quant à l'usage de ces données via l'utilisation de la solution numérique. Alors, on ne peut pas véritablement juridiquement parler de propriété sur la donnée, puisque le choix qui a été fait par le législateur, c'est de considérer que la donnée est hors commerce. Donc, il n'y a pas de droit réel au sens juridique du terme qui puisse effectivement être formulé à l'égard de la donnée. On considère juridiquement que la donnée est une émanation de la personnalité d'une personne, au même titre que le nom et prénom d'une personne. Voilà, il y a le nom, prénom d'une personne. Personne ne peut vendre son nom et son prénom. Voilà, on en fait un usage, mais on ne peut pas effectivement vendre le nom et le prénom. C'est exactement le même postulat juridique qui a été affirmé en ce qui concerne la donnée. Donc, la donnée, en fait, il n'y a pas une notion de possession ni une notion de propriété. C'est une émanation de l'identité finalement d'une personne. Une fois que ceci est dit, on va mieux comprendre comment effectivement est construit notre système sur la base de la donnée. Autrement dit, le patient, quand on traite sa donnée,
Juridiquement, on considère qu'il autorise l'usage de celle-ci, mais il ne cède absolument pas ses droits sur cette donnée. Et quand il utilise l'usage de celle-ci, les lois sur la protection des données que vous connaissez, qui sont le RGPD, la loi informatique et liberté en France, eh bien, déterminent les motifs qui sont autorisés, en tout cas par la loi, pour traiter effectivement cette donnée dans le cadre de l'usage qu'a accordé le patient. Alors, ces motifs, on les connaît bien, ce sont ceux qui sont visés à l'article 6 du RGPD, mais également à l'article 9 de celui-ci. Et l'article 9 va concerner plus précisément les données de santé à caractère personnel. On rappellera d'ailleurs à ce titre que d'un point de vue légal, tout ce qui est données de santé est en principe interdit à l'exploitation et au traitement, sauf les cas effectivement visés à l'article 9 du RGPD. Et les cas notamment qui sont visés, sans vous faire toute la liste, il y a en principe le consentement effectivement du patient. Le patient doit consentir et pour considérer qu'il a consenti, eh bien, il doit effectivement être correctement informé. D'autres bases légales peuvent être aussi utilisées, telles que l'intérêt légitime ou alors le suivi médical du patient. Donc, le patient, en tout état de cause, donc, pour pouvoir effectivement considérer que sa donnée puisse être utilisée par un éditeur de solutions ou par un responsable de traitement, il faut que celui-ci puisse justifier la raison légitime, conformément effectivement au texte, quant à l'exploitation de celle-ci. Et pour que ce soit effectivement juridiquement correct, vous avez compris que le patient doit être juridiquement, conformément informé de ce qui sera fait de cette donnée. Voilà, en espérant que j'ai répondu à la question. Voilà, et en tout cas, l'inquiétude qui ressortait de ce que vous recueillez, je pense que ça doit être pareil au tiers-lien ou pareil au Respilab. Les gens sont toujours demandeurs. Que va-t-on faire de nos données de santé? Professeur Banis, autre question qui se pose, parfois il y a plusieurs outils numériques, les uns à côté des autres. Est-ce que cette multiplication d'outils qui ne communiquent pas toujours d'ailleurs entre eux, ça pose des problèmes? Alors, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé ce matin, que je trouve, moi, super important. Si on prend l'exemple des professionnels de santé, on nous déploie, sans toujours nous demander notre avis, on va dire, des outils digitaux professionnels qui se juxtaposent les uns aux autres et qui nous rendent la vie un peu pénible. C'est pire que le millefeuille administratif. Mais numérique, voilà. Et quand on regarde ce qu'on propose aux patients, en particulier si on réfléchit à la polypathologie, c'est en train déjà de devenir ingérable. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous coller un truc pour le diabète ici, un machin pour la tension là, uriner dans un bidule connecté. Et donc, moi, c'est une réflexion qu'on essaye aussi de porter avec le tiers-lieu, qui est de dire, quand on vient nous voir avec une solution, à quoi vous allez la rattacher, quoi. Quelles vont être vos collaborations? C'est-à-dire, l'objet final, on ne peut pas travailler en silo, parce que c'est aussi une des causes d'échec majeures. Alors, soit on est sur une solution qui répond à un besoin spécifique d'un patient qui n'est pas comorbide, effectivement, c'est une possibilité. Dans ce cas, c'est plus facile. Mais quand on travaille dans les maladies chroniques, on s'adresse à des patients insuffisants rénaux, âgés, hypertendus, diabétiques, etc. Donc, moi, ça me paraît totalement non raisonnable de réfléchir à des solutions digitales pour répondre à un seul sujet, parce que ça veut dire qu'on ne prend pas en considération d'abord l'intégralité du patient et de sa problématique, mais par contre, ça nécessite de décloisonner un certain nombre de réflexions entre les entreprises qui parfois ont spontanément cette démarche, mais pas toujours. Et ce n'est pas toujours possible suivant le stade de développement de la solution. Peut-être qu'il y a des moments privilégiés dans lesquels les entreprises vont pouvoir imaginer des collaborations. Mais on aurait de plus en plus envie d'imaginer que la solution digitale, en particulier dans la maladie chronique, c'est vraiment un collectif de solutions digitales qui vont répondre à une prise en charge globale. Et là, on est quand même à des années-lumière de ça aujourd'hui, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que c'est difficile de faire parler des entreprises qui arrivent chacune avec leur projet. Non, nous on leur dit, vous allez faire quoi de votre sujet? Il va se raccrocher à quel système? Vous croyez que les patients ils vont utiliser une solution A, une solution B, une solution C, une solution D? Et en fait, oui, c'est une évidence. La plupart des entreprises y ont déjà réfléchi. Mais je pense que c'est aussi le rôle, par exemple, de tous les acteurs de l'écosystème du numérique d'avoir cette réflexion en tête et de mettre ce sujet sur la table, parce que des fois, ça permet aussi de se dire, bah oui, ok. Et nous, on n'est pas là pour sanctionner, on est là pour discuter, essayer de faire avancer
Pour offrir des améliorer. réflexions, améliorer, etc. Donc nous, c'est facile, on met le sujet sur la table et on en discute. On dit, bah, tiens, cette bandelette connectée, là, c'est très bien, mais comment on va pouvoir l'associer à telle autre solution qui va, à l'évidence, être un outil évident pour un patient qui est votre cible. Et donc, on peut réfléchir ensemble aussi à ça. Et d'ailleurs, on a répondu au challenge prévention, dont on parlait tout à l'heure, dont les résultats vont arriver, avec un cluster de solutions digitales. Sur la maladie chronique, ça paraît une évidence qu'on ne peut pas avoir uniquement une solution isolée et on doit avoir du coup des solutions qui vont se parler et qui vont être co-construites ensemble pour un résultat qui est une prise en charge unique pour le patient et une interface unique pour le patient. Et pour les professionnels de santé. Enfin, c'est juste un détail, mais du point de vue très pragmatique, moi, dans le service dans lequel je travaille, on a des patients, d'un seul coup, comme c'était remboursé, tous les patients sont dans les maladies rénales chroniques avancées, hein. Donc c'est passé dans le remboursement soins courants. Donc toutes les entreprises de télésurveillance en maladie rénale sont allées inclure des patients dans nos services. Moi, je me retrouve avec, dans un hôpital de jour qui est un espèce de carrefour de passage de tous les patients qui sont suivis dans notre grand département de néphro. J'ai une centaine de patients dans un système de télésurveillance, une centaine dans un autre, 200 dans un troisième. Et je fais quoi, moi ? Je vais aller regarder les résultats de 3. J'ai dit, niet. 0 ? No way, pas question. Il faut un déjà agrégateur de résultats, voilà. là. Mais oui, mais si on l'impose pas, qui ? Moi, ma question, je vais m'arrêter là, c'est qui peut l'imposer, par exemple ? C'est-à-dire que la DSI de l'hôpital s'en fout. Ils disent, bah, ils sont remboursés, ils ont qu'à... Voilà, il n'y a rien à dire, c'est OK, c'est parfait. La Sécu a remboursé, elle s'en fout. Enfin, c'est un peu brutal, mais qui, dans notre écosystème, est là pour dire, attention, ça ne va pas être gérable ? Et l'idée n'est pas de fermer le marché, l'idée est d'agréger des solutions. Vous pouvez vous poser une vraie question, parce que finalement, vous dites vous-même, pour nous, professionnels de santé, c'est impossible. Je ne peux pas me brancher sur 6 bases de données, 8 bases de données différentes. C'est stupide, mais on ne le fait pas. Du coup, c'est pas intéressant. Et donc, tant qu'on n'aura pas un tableau de bord dans notre hôpital avec toutes les solutions digitales à disposition de nos patients, qu'on puisse consulter, que ce soit pour la maladie rénale, on a plein de patients qui sont en télésurveillance pour des insuffisances cardiaques et qui sont suivis dans nos services. Il faut aussi qu'on puisse savoir ce qui se passe de ce côté-là. On est à des années-lumière de fonctionner comme ça aujourd'hui, hein. Alors, on va prendre des questions dans la salle. Peut-être une réaction d'Orion Cheriou sur à la fois le fait que des patients peuvent se retrouver avec une multitude d'outils numériques différents et comme disait le professeur Banis, branchés d'un côté... Je vais faire court, simplifions la vie des patients. On n'a pas choisi d'être malade, bien souvent quand même, et avoir 42 appareils... Je pense à des patients qui ont effectivement une BPCO, une apnée du sommeil, une hypertension, un glaucome. Je me dis, waouh, déjà, pas de choix, pas de chance. Et en fait, on fait quoi avec ces patients ? C'est pas possible, simplifions la vie des patients, quoi. Stop, voilà. Oui. Pour compléter sur les craintes que peuvent avoir les patients vis-à-vis des outils numériques, nous, quelque chose qui est très fortement exprimé, c'est aussi la crainte de perte de liens humain et social avec les soignants. C'est quelque chose qui revient très régulièrement. Donc on voit bien qu'il y a un vrai travail de pédagogie et d'accompagnement pour aider les patients à savoir quels outils utiliser, quelles sont les bonnes pratiques pour protéger mes données de santé. Et l'éducation thérapeutique, je pense, peut être un de ces lieux où il serait possible de lever ces craintes vis-à-vis et accompagner les patients dans leur pratique vis-à-vis des outils numériques. Allez, on va prendre oui, allez-y. Parfois, les patients ont juste envie qu'on arrête de leur rappeler qu'ils sont malades. En fait, ils le savent. Et c'est vrai que parfois, avoir cette multitude d'outils, c'est aussi se rappeler quotidiennement qu'on est malade. Et des fois, on veut juste... Non, stop, c'est ça. OK. Allez, question dans la salle sur ce côté concilier l'humain et le numérique. Vous êtes moins inspiré que tout à l'heure, hein ? Non. Puis après, on va parler gros sous en plus, alors. Non, mais juste un commentaire. Peut-être que justement, là, le design est intéressant parce que ce que disent les designers, en tout cas ceux avec lesquels je travaille, c'est que c'est aussi parfois une opportunité de faire disparaître, et ça, c'est un truc intéressant, de faire disparaître la solution digitale derrière l'interface d'accompagnement. C'est-à-dire, on a toujours envie de la mettre en exergue quand on est producteur, créateur, etc. Oui, montrer qu'on est là, quoi. Concevoir une solution digitale comme quelque chose qui s'effacerait dans le paysage, tellement c'est bien intégré, c'est peut-être une finalité aussi intéressante et qui rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire
avoir 50 000 solutions qui sonnent, qui vous envoient des alertes, etc. toute la journée pour un patient, c'est 10 000 fois par jour se rappeler qu'on est dans un truc de maladie et que c'est pas très marrant non plus, quoi. Monsieur, je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour Philippe Hamelin, je suis développeur de solutions en santé depuis très longtemps. Je reprends ce que disait Madame Banis tout à l'heure, c'est qu'il y a un écart énorme entre un système numérique qui aurait dû permettre à la médecine de passer le virage chronique et le système numérique qui existe encore aujourd'hui, qui est enfermé dans des silos. Et qui, par ailleurs, dans les silos, est, je pense que la plupart des médecins le disent, de moins en moins métier et de plus en plus axé sur la surveillance. Aujourd'hui, il y a, à mon avis, quelque chose qui devrait exister, qui est qu'on a une politique du numérique en santé qui ne va pas dans la bonne solution, à mon sens, avec un DMP qui existe depuis très longtemps et qui est un échec depuis un grand nombre d'années, sans avoir jamais été repris. Et il me semble que c'est peut-être le moment de ramener totalement le citoyen, sans l'appeler le patient, parce que ce n'est pas forcément un patient, c'est quelqu'un, comme disait tout à l'heure M. Chériou, qui a une vie de famille, qui a des amis, etc., qui n'est pas juste un malade. Et puis peut-être simplement de dire que l'outil qu'appelle de ses voeux Mme Banis, qui est unifiant, ce n'est pas un outil pour les médecins, ce serait un outil pour les gens. C'est plus une réflexion qu'une question, mais je pense que vous êtes tous d'accord. Oui, pas de commentaires. Merci en tout cas d'être intervenu, monsieur. Madame, je vous en prie. Oui, ma question concerne le travail collaboratif avec les paramédicaux dans une approche d'accessibilité au numérique en santé, qui aujourd'hui se confronte aussi à la capacité d'interagir avec ces outils. Comme le soulignait le professeur Banis, c'est pas simple, ça sonne, c'est compliqué. Est-ce que voilà, on pourrait imaginer d'embrasser encore plus large dans les paramédicaux et d'aller chercher encore d'autres professionnels, notamment je pense aux aides-soignantes, dans une approche résolument collaborative sur la ville? Je vois le professeur. Alors, est-ce que les Living Lab, Respilab et autres tiers-lieux sont prêts à accueillir les paramédicaux? Bah oui, tout à fait, surtout dans la logique, la réflexion qui a été faite juste avant. Si on parle de démocratie sanitaire, d'usagers, de citoyens, il y a de la place pour tout le monde et a priori, tous les acteurs qui participent sont les bienvenus. Mais dans les faits, est-ce que ça se passe? Dans les faits, beaucoup moins. En général, ils sont beaucoup moins inclus. Après, ça dépend des projets. Nous, on a des projets où il y a tous les professionnels de l'hôpital qui étaient inclus dans le Living Lab. Donc ça se fait, mais c'est pas forcément de prime abord ce qui va se passer. Et on sait que voilà, il y a des enjeux en plus au sein des structures, donc des problèmes de temps disponibles. Parce que vous parlez des paramédicaux, mais il y a du temps qui n'est pas le même entre chaque profession. Donc il y a aussi cet enjeu de comment est-ce qu'on peut faire en sorte de libérer du temps et de les reconnaître tous, quoi, dans les... Bon, bonne idée ou rêve, professeur Banis? Non, juste, merci de soulever ce point, on ne l'a pas abordé, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'une solution digitale dans un écosystème professionnel, elle change le rôle et les interactions entre tous les acteurs. Et donc, en fait, une fois qu'on a dit ça, le débat est clos, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas une question des docteurs et des paramédicaux et des patients, c'est tout l'écosystème. Et en fait, on le voit très bien, tout simplement, par exemple, on déploie une solution digitale, un dossier informatisé, on demande aux docteurs du coup de taper leur compte-rendu dans le système. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon service? Les secrétaires avaient plus à dicter les courriers, donc en première intention, elles se disent « ok, c'est cool », puis après elles se disent « j'ai plus rien à faire ». C'était une grosse partie de leur travail. Donc ça a réorganisé la place, les compétences, les communications entre professionnels. Avant, on demandait à nos assistantes, à nos secrétaires, tu peux taper tel courrier, l'envoyer en priorité. On n'échange plus de la même manière avec elles parce qu'on parle à l'ordinateur au lieu de parler à nos... Tout est modifié, le management, l'information, la circulation d'informations et au-delà de ça, la manière dont les professionnels ressentent leur niveau de compétence. Et donc en fait, ce que vous dites, c'est même encore plus large que ce que vous dites. C'est-à-dire, si on ne s'adresse pas d'emblée à l'ensemble de l'écosystème, à mon avis, ça ne marche pas. Voilà. Et ça reprend bien le titre finalement du débat, hein, concilier l'humain et le numérique. Si on ne parle plus qu'à des machines, on ne parle plus beaucoup entre humains. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Je vais vous demander de regagner votre place. Et je vais demander